Bonjour et bienvenue, nous sommes en 2023 et nous poursuivons encore l'égalité, en unité de recherche et ailleurs. À l'occasion du 17 mai, journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies, les réseaux de correspondants et correspondantes égalité en région Occitanie-Ouest et Rhône-Auvergne du CNRS ont décidé de consacrer ce café de l'égalité donc à la question des LGBT-phobies au travail. Alors, au programme aujourd'hui, de quoi parle-t-on De quoi parle-t-on quand on parle de LGBT-phobie au travail? Quels enjeux au travail et en sciences en particulier? Quels contacts clés et ressources partager? Et donc pouvoir laisser la parole pour des questions, des témoignages éventuels à la fin. Alors, je vous l'ai dit, on est dans le cycle de café de l'égalité des réseaux de correspondants et correspondantes égalité du CNRS. Et donc, vous les voyez à l'écran, vous voyez ces visages apparaître, donc des réseaux de plusieurs dizaines de correspondants et correspondantes égalité en Occitanie-Ouest et Rhône-Auvergne pour le CNRS. Donc, merci de votre présence et bravo pour votre action en proximité à l'écoute de vos collègues sur les questions d'égalité. Alors, je repartage mon écran pour démarrer, rentrer dans le vif du sujet sur cette question des LGBT-phobies. Alors, de quoi parle-t-on? Je suis Romain Sabatier, pardon, je ne me suis pas présenté, expert genre et directeur associé de Coop Égal. Nous accompagnons le CNRS et bien d'autres organisations dans leur transition égalitaire. Alors, quand on parle de LGBT-phobie au travail, il est important de faire un petit bref détour historique pour rappeler qu'on part de loin, même de très loin, puisque c'est seulement en 1982 que a été dépénalisée complètement l'homosexualité. Jusqu'alors, on pouvait être condamné pour homosexualité en France. Et ce n'est qu'il y a 4 ans, en 2019, que l'Organisation mondiale de la santé a retiré la transidentité de la classification des troubles mentaux. Alors, petit point vocabulaire, quand on parle de LGBT+, de quoi parle-t-on? J'entends déjà les là, mais ça change tout le temps, ce sigle, j'y comprends rien, je m'y perds dans ces lettres. Ok, le monde change, c'est vrai, il change vite, c'est vrai aussi, mais ça va, pas de problème, pas d'angoisse. Ça rend visible des réalités qui existaient déjà, mais qui étaient jusqu'alors invisibles, au placard, comme on dit. Et tant mieux parce que ça permet de discuter de ces sujets et que tout le monde puisse se sentir tel qu'il est, tel qu'elle est, au travail comme ailleurs d'ailleurs. Alors, c'est important de effectivement s'entendre sur ce dont on parle et d'avoir un langage commun. Revenons donc sur le sigle LGBT+. Alors, L pour personnes lesbiennes, donc des femmes attirées affectivement et ou sexuellement par d'autres femmes. G, des personnes gays, des hommes attirés affectivement et ou sexuellement par d'autres hommes. Bi, indifféremment du sexe, on est attiré ou affectivement et ou sexuellement par des personnes, indifféremment du sexe, pardon. T pour personnes trans, donc des personnes qui ne se reconnaissent pas dans la catégorie de sexe qui leur a été assignée à la naissance. Et dans le cas contraire, on va parler de personnes cisgenres. Donc voilà, si vous entendez parler de personnes cisgenres, c'est la situation où on se reconnaît dans le genre qui nous a été attribué à la naissance. Dans le cas inverse, on parle de personnes trans. Q pour personnes queer, c'est au départ une insulte qui est aujourd'hui réappropriée, revendiquée par des personnes qui ne se reconnaissent pas dans et ne veulent pas se voir définir par des normes binaires, femmes, hommes, hétérosexuels, homosexuels. I, on parle des personnes intersexes, des personnes qui sont nées avec des caractéristiques sexuelles, génitales, gonadiques, chromosomiques, qui ne correspondent pas à la binarité mâle ou femelle. C'est près de 13 000 naissances en France par an et ça représente donc 2% des naissances. 2% des naissances qui, voilà, selon cette surcatégorisation mâle-femelle qu'on a extrapolé à l'état civil, il y a un sujet biologique et du coup, ça a donné lieu pendant des années à des chirurgies forcées. Et aujourd'hui, la question des droits des personnes intersexes est prise en compte, notamment au niveau onusien, européen ou national. A pour les personnes asexuelles, donc c'est un terme qui englobe les personnes qui ne ressentent pas le besoin de s'engager dans des relations sexuelles. Et puis, vous verrez le sigle plus,
pour représenter la diversité des identités de genre et d'orientation sexuelle minorisées. Donc voilà pour ce sigle. Par simplicité, on va utiliser le sigle LGBT+, qui est le sigle retenu dans le plan gouvernemental en France, mais le plus voilà, englobe l'ensemble des identités de genre et d'orientation sexuelle minorisées. Alors, voyons maintenant comment s'expriment les LGBT-phobies avec un court quiz qu'on vous propose. Donc, n'hésitez pas à partager sur le chat, vous qui êtes présents en direct, et puis vous derrière votre caméra qui regardez ça tranquillement au travail ou qui écoutez ça en podcast, n'hésitez pas à réfléchir de votre côté aussi, à prendre quelques secondes de réflexion sur la réponse. Alors, première question, les LGBT-phobies s'expriment toujours par des manifestations explicites de haine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux d'après vous? Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, effectivement, c'est faux, hein. On va avoir vraiment une variété, une diversité de formes de LGBT-phobie, de la plus anodine en apparence au plus grave. On peut avoir un biais inconscient et une blague douteuse. Ça peut passer par du outing. Euh, le outing, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation, c'est forcer la révélation de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Euh, les LGBT-phobies, ça peut aussi passer au travail par des discriminations à l'embauche ou à la promotion, jusqu'à l'injure ou l'agression physique. Donc, on a vraiment une variété de formes de LGBT-phobie. Ce n'est pas simplement de la haine des personnes LGBT, ça peut aussi être déjà un biais inconscient sur ce sujet ou un stéréotype. Deuxième question, quelle part des personnes LGBT+ ont subi au moins une agression LGBT-phobe au cours de leur vie? Est-ce que vous pensez que c'est 25% ou 55%? Alors, vous êtes une majorité à dire 55% et vous avez raison. Effectivement, on est à plus d'une personne sur deux LGBT qui a déjà subi au moins une agression à raison de son orientation sexuelle ou identité de genre, et cela augmente ces dernières années. Donc, le temps ne règle pas les choses. Ça a même augmenté depuis la loi pour le mariage des couples de même sexe qui a porté le sujet au devant de la scène et a entraîné aussi des réactions dans une partie de la société. Si on en parle, c'est parce que les LGBT-phobies ont des conséquences diverses, massives et graves, pouvant aller jusqu'au suicide. Et le risque, pardon, donc vous voyez à l'écran le chiffre de 55%. Et effectivement, le risque de conduite suicidaire chez les personnes LGBT+, est 4 fois plus important et même 7 fois plus important chez les personnes trans. Donc, on voit que ça a des conséquences potentiellement très graves, ces LGBT-phobies au travail. Alors, cela s'arrange-t-il avec le temps? On a vu que ces dernières années, en tout cas, les LGBT-phobies augmentaient. Mais qu'en est-il des jeunes? Les jeunes montrent plus d'ouverture sur ces questions que les générations antérieures. Est-ce que d'après vous, c'est vrai ou est-ce que d'après vous, c'est faux? Alors, vous êtes beaucoup plus partagé sur cette question, sur la question de la perception par les jeunes de cette question. Et malheureusement, c'est faux. Malheureusement, on n'a pas, contrairement à une idée reçue souvent répandue, plus d'ouverture chez les jeunes que dans les générations antérieures, même au contraire. Aujourd'hui, quand on interroge les différentes classes d'âge sur leur perception de l'homosexualité, ben, sachez que les moins de 25 ans vont être plus nombreux à penser que l'homosexualité est une manière, vont être moins nombreux à penser que l'homosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité que les 50-64 ans. Et c'est chez les moins de 35 ans qu'on retrouve la plus forte proportion de personnes qui associent encore l'homosexualité à une perversion sexuelle ou à une maladie. Donc on voit que les jeunes ne sont pas un ensemble homogène. Il y a une partie des jeunes qui sont très à l'aise avec ça et très en pointe sur ces sujets, dans l'acceptation de ces sujets, et une partie qui, au contraire, à un âge où on se construit son identité sexuée, où on a les premières relations sexuelles, se crispe sur ces identités-là et dans le rejet aussi de l'autre et des personnes d'identité de genre et d'orientation sexuelle minorisées. Alors, autre question.
l'espace numéro 1 des LGBT-phobies, et c'est pas un hasard hein, quand on connaît du coup cette réalité-là chez les jeunes, c'est l'école et l'université, contrairement parfois là aussi à une idée reçue. Et au travail aussi, on peut avoir des LGBT-phobies, évidemment, puisque une personne sur 3 au travail a déjà connu une agression, qu'elle soit verbale ou physique, à raison de son orientation sexuelle et ou de son identité de genre. Donc, rappelons-le, c'est un droit de travailler dans des espaces libres de LGBT-phobie, sans peur d'être moqué, rabaissé ou sous-valorisé pour qui l'on est. Alors, passons maintenant aux enjeux et juste un petit aparté pour vous dire que donc à l'écran, vous avez toutes les sources de ces chiffres et de ces faits qui sont affichés. Et vous pouvez retrouver, on en parlera dans les ressources clés. Alors, les enjeux en unité de recherche. En unité de recherche, comme au travail en général, on est tous et toutes d'accord pour dire que, en théorie, seules les compétences professionnelles doivent compter. En France, peut-être encore plus qu'ailleurs, parce que on a cette distinction privé-public qui est assez forte. Du coup, on pense que finalement, on se fiche de l'orientation sexuelle des personnes dans son équipe, tant qu'elles bossent et qu'elles ont les compétences, c'est ça qui compte. Oui, évidemment oui, 3 fois oui. Ça, c'est en théorie, parce que dans la pratique, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Entre nos croyances théoriques et la réalité, il y a un monde et qu'on en ait conscience ou non, la question du privé, la question des identités de genre ou des orientations sexuelles, de la conjugalité, elle va venir impacter le travail. C'est documenté par un grand nombre d'études et peuvent susciter donc des LGBT-phobies, comme on l'a vu précédemment avec les chiffres. Donc, comment expliquer ce décalage entre notre perception et la réalité? Seule une personne LGBT+ sur 2 est visible dans son entourage professionnel et cela ne progresse plus. Effectivement, si on entend son collègue dire de temps en temps des blagues sur les PD, j'ouvre les guillemets et je mets un warning, mais c'est encore des termes qu'on entend, ou moquer son collègue en tant que femmelette, ou avoir des propos sexistes envers les femmes de son unité, vous imaginez que, par exemple, si on est une personne gay dans cette unité, on va peut-être avoir un peu plus de mal à le dire et on va peut-être avoir un peu plus de peur des réactions de ses collègues que si on a des collègues qui ne sont pas sexistes ou n'ont pas de blagues douteuses sur ces sujets. Et donc, il y a un lien forcément entre visibilité et climat ambiance aussi marqué par des LGBT-phobies. Et donc, ça peut être une stratégie de défense que de ne pas dévoiler son identité de genre ou son orientation sexuelle et donc de rester invisible. Alors que, en fait, quand on est une personne hétérosexuelle, qu'on en ait conscience ou non, quand le lundi matin, on est à la machine à café et qu'on raconte son week-end avec ses collègues, on peut très facilement dire oui, avec mon conjoint, on est allé voir telle expo, ou avec ma conjointe, on est allé au resto machin, je te le recommande. Et en fait, par cette simple phrase, on dévoile son hétérosexualité. Mais comme on est dans la norme, on ne se rend pas compte en fait que on a déjà dévoilé son orientation sexuelle. Et donc, vous voyez que quand on dit oui, mais en fait, on n'a pas besoin de parler de l'orientation sexuelle au travail, en fait, c'est des choses qui sont beaucoup plus subtiles et qui interviennent sans qu'on le pense en tant que tel. Et donc, pour une personne qui n'est pas dans la norme, ça peut être un sujet en plus à gérer, une forme de fatigue que de savoir comment le dire, quelle réaction ça va susciter, etc., etc. Une fois que c'est visible, les études montrent que souvent, c'est bien plus facile ensuite. Mais c'est le passage de cette invisibilité à cette visibilité qui est souvent déterminant. Alors, en sciences, qu'en est-il? En sciences, qu'en est-il? Peu de données encore spécifiques sur la science, mais je m'appuie sur cette recherche au Royaume-Uni qui indique que 24% des sondés LGBT+ britanniques en STEM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, se disent très mal à l'aise à l'idée de s'ouvrir auprès de leurs collègues au sujet de leur orientation sexuelle et ou identité de genre. C'est une étude publiée dans The Lancet en 2019 et près de 50% des chercheurs-chercheuses transgenres en physique au Royaume-Uni ont voulu ou ont quitté leur emploi dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc on est sur un secteur, pas sur l'ensemble des sciences, on est au Royaume-Uni, mais il n'empêche que ces chiffres sont assez significatifs pour montrer que effectivement, il y a des impacts, y compris en sciences,
et pourquoi la science finalement se distinguerait du reste de la société. Il y a pas de raison. Donc il y a aussi des LGBT-phobies en science. Donc peu de données encore, mais on voit avec ces données que ça devrait aussi concerner la science et des enquêtes ou des sondages dans vos unités pourraient sans doute recueillir aussi des témoignages. Alors, il y a au-delà pardon, la science se prétend neutre et détachée des questions de genre ou de sexualité et de fait a peu de rôle aussi modèle LGBT+ jusqu'à présent. Or, l'on sait que cela peut jouer sur le fait de s'orienter ou non dans tel ou tel domaine, de s'y projeter, s'y sentir bien, y rester ou en partir. Et pourtant, en fait, dès qu'on creuse, on trouve des exemples de visages de scientifiques LGBT+. Et c'est important aussi de mettre à jour ces visages pour créer des rôles modèles et montrer que en sciences comme ailleurs, les personnes LGBT+ ont leur place. Alors, par exemple, à l'écran, vous allez voir les visages de Margaret Stacey, qui était donc une femme bi, sociologue, Alan L. Hart, médecin, chercheur, trans, dès le donc début du XXe siècle, hein, il était visible en tant que scientifique trans. Alan Turing, que vous connaissez peut-être parce qu'il y a eu des biopics et peut-être un visage plus connu, mathématicien, homosexuel et qui a donc malheureusement vu à la fois sa vie et à la fois sa science arrêtée du fait de son homosexualité parce qu'il a été persécuté pour cela donc au milieu du XXe siècle. Et Sally Ride, une astrophysicienne et astronaute, et ouvertement lesbienne, donc sur la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, pour terminer, effectivement, rendre visible la question, c'est important. C'est une première étape pour penser l'inclusion de la diversité des personnes. Et quand les organisations de travail prennent leurs responsabilités en développant une politique sur ce sujet, en s'appuyant par exemple sur la charte d'engagement LGBT+, dans l'enseignement supérieur de l'association L'Autre Cercle, des réseaux peuvent se créer, comme ici à l'image de New York dans un centre de recherche, pour penser les problématiques LGBT+, et rendre visible une diversité de parcours. Ou alors, parfois, c'est l'inverse, des réseaux se créent et poussent l'employeur à accélérer sa politique sur le sujet. Alors, terminons par un élément essentiel, les contacts et ressources clés. Donc, déjà des associations nationales qui existent depuis longtemps et qui sont à l'écoute des personnes LGBT+, ou des témoins qui voudraient se renseigner sur les droits, qui voudraient se renseigner sur les personnes qui peuvent les appuyer, les accompagner. Donc SOS Homophobie ou l'Autre Cercle, deux associations clés sur ces sujets. Vous avez, pour signaler une discrimination ou avoir des conseils juridiques, le défenseur des droits avec la plateforme antidiscrimination.fr, antidiscrimination au pluriel. Et puis, si vous décidez de porter plainte, c'est un droit en même temps que de signaler à son employeur, et c'est indépendant. Hein. On peut porter plainte sans signaler ou signaler sans porter plainte, ou faire les deux à la fois. On peut passer par l'application Flag. Flag, c'est un réseau de personnel du ministère de l'Intérieur et de la Justice LGBT+, qui vise à rendre plus accessibles les forces de l'ordre et la justice aux personnes LGBT+, en favorisant une orientation adaptée pour porter plainte. Donc, n'hésitez pas à vous saisir de cette application. En interne au CNRS, rappelons donc les contacts qui existent pour toute forme de harcèlement, violence, agissement discriminatoire, pas seulement les violences sexistes et sexuelles concernant les femmes, mais ça ouvre aux autres formes de discrimination. Vous avez l'écoute anonyme possible avec France Victime et ensuite la cellule signalement du CNRS. Et bien sûr, vous pouvez relayer par votre voie hiérarchique ou par la délégation régionale si vous souhaitez signaler. Et puis, en écoute de proximité, au-delà de France Victime, qui est une écoute donc indépendante avec des professionnels externes au CNRS, mais qui ont conventionné avec le CNRS, et c'est anonyme. Vous avez aussi évidemment vos correspondants et correspondantes égalité en unité, en proximité, avec une écoute bienveillante, non jugeante, anonyme si vous le souhaitez. C'est important de le rappeler. Enfin, quelques ressources à partager. Le guide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
sur lutter contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est un guide tout récent de 2021. Le guide du défenseur des droits contre donc les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre dans l'emploi. La fiche pratique sur le respect des droits des personnes trans par la DILCRA, qui est un organisme gouvernemental. Et enfin, 2 ressources, une associative avec le guide des alliés LGBT+, pour les personnes non LGBT+, mais qui souhaiteraient voir comment agir à leur niveau pour favoriser l'inclusion des personnes LGBT+. Et puis, Coming Out, un podcast disponible sur Spotify qui, voilà, ça va de la chanteuse Pomme au chanteur Eddie de Pretto, ou à Laurent Ruquier, ou à Caroline Forest, ou à plein d'autres qui témoignent de comment ils ont fait leur coming out pour ce coming out existe pour qu'on n'ait plus besoin demain, on l'espère, de devoir même faire un coming out quand on est une personne LGBT+. Voilà, je m'arrête là et j'ouvre le temps de questions. Je partage de nouveau la mosaïque et on reviendra sur les contacts clés des délégations Occitanie-Ouest et Rhône-Auvergne. Alors, la parole est à vous. Ingrid Bonnet, Miroslava Ménard, qui êtes les coordinatrices régionales, correspondantes régionales égalité en Occitanie-Ouest et en Rhône-Auvergne, si vous souhaitez dire un mot. Peut-être que sur le chat, ça a réagi et que je n'ai pas vu certains messages. Alors, je veux bien m'exprimer sur le sujet, tout d'abord pour réaffirmer l'investissement de la mission égalité de la délégation Occitanie-Ouest et sa mobilisation sur le sujet LGBT et son implication à travers des actions qui vont se déployer de sensibilisation notamment au sein des laboratoires de recherche. Je voulais peut-être citer quelques actions qui ont été menées, en particulier donc, par un laboratoire de recherche CNRS qui s'appelle le CNRM et de l'École nationale météorologique, qui propose donc une pièce de théâtre le 17 mai prochain à 13h au SIC à Toulouse et qui va aborder donc, les thèmes de la diversité LGBTQI+, le respect de l'homophobie, etc. Et donc, c'est à travers un texte de Cathy Itac, qui est porté sur scène par Théo Martinez, mais en scène par Alain Dafosse, de la compagnie Par Manquante. Donc, 50 minutes avec toi nous emporte dans un monde où la parole se libère, un adolescent parle à son père, homophobie, violence, souffrance, et dans tout ça, l'espoir de l'amour qui l'emporte. Donc, c'est un projet qui a été créé en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne, la mairie de Toulouse, le DILCRA et la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBTQI. Voilà, lauréat 2023 de l'appel à projet toulousain 2022, prévention et lutte contre les discriminations, promotion des diversités culturelles. Et il est également prévu donc une lettre spécifique qui pourra être diffusée au sein de l'unité sur le thème des LGBT+ phobies au mois de mai 2023, mais qui sera certainement reprise par la suite. Donc voilà, donc ça c'était pour citer un petit exemple d'implication sur le sujet. Merci Ingrid. Alors, on a Géraldine sur le chat qui nous rappelle qu'à Toulouse existe donc la Maison de la Diversité où des informations et des associations sont disponibles aussi donc en local. Merci beaucoup pour ce partage. Et effectivement, FLAG, donc c'est en interne un réseau de personnes LGBT+, au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice, avec notamment des policiers ou d'autres personnels. Mais cette application FLAG, elle est vraiment ouverte à tout le monde et elle vise à accompagner les personnes qui souhaiteraient porter plainte à raison d'une discrimination ou d'une violence LGBT-phobe et qui souhaiteraient une orientation adaptée vers des personnes référentes
dans des commissariats, gendarmeries, qui donc auraient été formés à ces sujets. Voilà, voilà pour la précision sur l'application Flag. Je voulais aussi préciser peut-être que pour les victimes, agents CNRS, bien sûr, il existe également donc une ligne spécifique d'écoute pour l'ensemble des victimes. Donc là aussi, voilà, c'est une attention particulière à ces situations qui est portée par le CNRS pour ne pas laisser les victimes seules. Alors, on a Romain qui souhaitait dire un mot, réagir. Allez-y, Romain. Oui, bonjour, excusez-moi. C'est en tant que, par ailleurs, responsable légal d'association LGBT à Toulouse que je voudrais m'exprimer. Je voudrais aussi rappeler que les LGBT-phobies au commissariat et par les agents de police sont très importantes, que Flag n'y change rien du tout, malheureusement. Et ça, on peut le voir en tant qu'asso, on peut voir quand les plaintes sont posées et l'accompagnement entre guillemets qui est proposé. C'est quand même pas joyeux. Du coup, je serais pas du tout personnellement enclin à suggérer que ce syndicat de police aide en quoi que ce soit le traitement des violences policières faites sur les personnes LGBT, en tout cas même dans des cas de plainte, etc. Voilà, je voulais apporter ça quand même comme précision. Merci Romain. Et donc, on rappelle aussi qui était affiché à l'écran les ressources associatives de SOS Homophobie, l'autre cercle, ou l'association Égale, pardon, j'ai pas retenu le nom précis de l'association, Romain. Et si vous pouvez nous dire où elle est basée. Mon association, l'association que je représente, c'est ACT UP Sud-Ouest, l'association de lutte contre le sida, VIH et les hépatites. Merci Romain. Et du coup, effectivement, rappeler que des ressources associatives sont en première ligne et présentes dans les territoires pour vous accompagner si nécessaire. Je voulais peut-être partager un témoignage qui m'a été partagé sur le chat. Un chercheur dit à un thésard d'une autre équipe « Ah, tu travailles chez Magali, Vénard, sacré morceau, j'aurais du mal à rester concentré. » Le thésard est doublement mal à l'aise par le sexisme et par le fait que son hétérosexualité est présumée alors qu'il est gay. Du coup, cela le décourage de dévoiler son orientation sexuelle de peur de se prendre des remarques ou que des remarques circulent derrière son dos. Donc effectivement, vous voyez là la subtilité aussi, le fait de présumer a priori de l'hétérosexualité de tout le monde, par exemple, ça peut entraîner une forme de recherche de connivence entre guillemets virile entre hommes qui va peut-être décourager derrière la personne concernée à dévoiler son homosexualité par peur justement des réactions que ça pourrait susciter chez d'autres. Vous voyez, donc voilà, merci pour cet exemple qui effectivement montre toute la subtilité parfois de ces ambiances qui ne sont pas pensées comme telles, mais qui sont de fait parfois sexistes et qui peuvent mettre mal à l'aise doublement pour le sexisme et aussi pour les questions de LGBT-phobie. Et donc, rappeler peut-être en conclusion que la lutte contre les discriminations envers les femmes, elle va de pair avec la lutte contre les discriminations envers toutes les personnes marginalisées. Et du coup, c'est vraiment voilà, un mouvement d'ensemble qu'il faut penser. On est en toute humilité là dans les réseaux correspondantes égalité en Occitanie Ouest et en Rhône-Auvergne en train de monter en compétences et en connaissance sur ces sujets pour voilà, rappeler que les correspondantes égalité de proximité sont aussi à l'écoute de ces situations et donc peuvent, dans un climat bienveillant, non jugeant et anonyme, vous écouter, vous accompagner sur ces sujets. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Et sinon, on va clôturer ce café de l'égalité. Qu'on vous invite à partager la vidéo YouTube sur la chaîne Coop Égale ou sur l'intranet. Ça sera mis notamment en Rhône-Auvergne sur votre intranet aussi. Et donc, partager cette vidéo, c'est partager l'égalité. Merci à vous. On va clôturer pour faire une vidéo plus courte que la première et vous permettre comme ça de la diffuser au plus grand nombre. Merci à vous et à très bientôt. Vous avez les contacts clés en interne aussi si vous avez toute demande de questions, de ressources sur ces sujets. Merci à vous.